Bonjour à tous. Alors comme mes collègues, j'ai 10 minutes pour vous parler de l'emploi de mes rêves, mais comme je me connais et que je vais sûrement trop parler, j'ai l'habitude de dépasser de mon temps de parole. Je vais vous donner tout de suite ma conclusion, comme ça sera fait. Je suis venu ici pour vous demander d'accepter d'avoir tort, pour vous demander d'accepter de vous remettre en question, vous, futurs employeurs, pour que nous puissions construire ensemble le monde de demain. Voilà, ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir prendre dans le bon ordre. Bonjour à tous, je m'appelle Jacob Durand, j'ai 22 ans, je suis en Master 2 d'architecture à l'ENSA Saint-Étienne et je me destine à être journaliste en architecture. Je travaille depuis plusieurs années dans mes recherches sur les questions des outils du récit en architecture et sur les transitions radicales, écologiques et sociales à venir. Avant de vous parler de l'emploi de mes rêves en architecture, j'aimerais vous parler de l'emploi réel. Je ne vais pas vous cacher qu'avant de venir intervenir ici, je ne connaissais pas du tout ce qu'était la conférence des grandes écoles. Alors j'ai fait quelques recherches, je suis allé comme tout le monde sur Wikipédia, et je me suis rendu compte que cette association avait été créée en 1973 par des écoles d'ingénieurs et de commerce. Et aujourd'hui, même si on est 220 écoles à en être membres, sur le site de la CGE, tout ce qui n'est pas ingénieur au commerce est classé comme autre. De l'ENA au Sciences Po, en passant par les écoles d'architecture ou d'agro, nous sommes les autres, les différents. Donc je vais vous parler un peu de ma situation d'autre avant tout. Donc pour commencer, je vais vous donner une définition de ce qu'est un architecte. Voici une définition que j'ai récupérée sur le site du CNRTRL. Je pourrais tenir des heures rien que sur cette question de savoir ce que fait un architecte en dehors du monde du bâtiment ou dans le bâtiment. Mais je n'ai que 10 minutes et j'aimerais arriver de nouveau à ma conclusion. Donc on va se concentrer uniquement sur la première partie et on va partir du principe qu'un architecte, c'est un technicien chargé de la conception, de la construction, de l'entretien et de la réparation des bâtiments, parfois même de leur déconstruction, mais je n'ai que 10 minutes. Concevoir un bâtiment, c'est répondre à plein de problématiques. Structure, prix, construction, implantation, thermique, flux d'eau, d'air, de communication, normes en tout genre. Je sais que je parle à des ingénieurs et que vous êtes familiers avec ces questions-là. Mais en tant qu'architecte, quand on travaille tout ça, on les oriente autour d'une question centrale, c'est-à-dire la question de l'habiter. Comment est-ce que les humains vont habiter le bâtiment? Comment est-ce qu'ils vont s'y déplacer, y travailler, y vivre, y dormir? Comment est-ce que l'espace va les servir au mieux, mais aussi les contraindre, permettre des espaces et en empêcher d'autres? Pour cela, l'architecte travaille avec autant de spécialistes que possible qui, eux, connaissent précisément chaque domaine. On a des bureaux d'études, des géomètres, des designers, des artisans, etc. J'ai l'habitude de comparer l'architecte à un chef d'orchestre ou un compositeur qui connaît son orchestre et qui compose un opéra. Il n'est pas soliste de violon, mais il connaît assez bien l'instrument pour échanger avec la section corps de son orchestre et composer avec eux la pièce finale. Alors, petite digression, mais qui reste importante, demander à un architecte de se concentrer principalement sur la question financière, c'est comme demander à un compositeur de composer uniquement avec des cuivres. On n'a pas un opéra au final, on a un solo de trompette. Il faut aimer la trompette et pas se plaindre que ça manque de violon. Pour apprendre à composer avec la myriade d'acteurs et de problématiques qui changent en fonction des programmes, des clients, des budgets et des lieux, la théorie ne suffit pas. S'il fallait apprendre tous les cas particuliers par cœur, on n'aurait pas assez d'une vie pour finir les études. Alors dans les écoles d'architecture, on nous jette dans le grand bain et on nous laisse apprendre à nager. Je vais vous parler un peu de nos étudiants de première année. On les a accueillis à l'école il y a un peu moins d'un mois, et sur ces photos, vous les voyez avec les meubles qu'ils ont construits pendant leur première semaine à l'école. On les a réunis en équipe un peu hétéroclite pendant 2 jours et on les a laissés faire, avec une quantité fixe de matériaux et un sujet un peu vague. Est-ce qu'on leur a expliqué comment faire un meuble? Non. Est-ce qu'ils savaient faire d'avant? Non. Est-ce qu'on était là pour répondre à leurs questions? Oui, comme des maîtres nageurs, on était sur le bord du bassin, on vérifiait que personne ne se noyait. Est-ce que leurs réalisations nous ont surpris alors qu'on fait cet exercice depuis 10 ans? Clairement oui. Mais pourquoi faire comme ça? Parce que le reste des études est comme ça. 2 semaines après cet exercice, on leur demande de tracer des plans, alors que la majorité ne sait pas dessiner. Dans 6 mois, ils devront concevoir une médiathèque, un gymnase ou des logements, alors que personne ne leur a expliqué quelle charge pouvait tenir un plancher. Dans 10 ans, ils travailleront sûrement avec des outils ou des problématiques qui n'existent même pas encore aujourd'hui. L'école d'architecture ne nous apprend pas à construire, elle nous apprend à apprendre, à être curieux, à se poser constamment les bonnes questions. On ne nous donne pas les solutions, on nous encourage à décomposer les problèmes. Et heureusement qu'on nous apprend à apprendre, parce que l'école ne nous enseigne qu'une fraction de notre métier futur. Je vais décomposer avec vous le fonctionnement d'une agence actuelle basée sur le mode de l'entreprise. L'agence, c'est d'abord un pôle recherche et développement qui répond à des concours, prospecte des clients et fait des esquisses en tout genre pour donner du travail aux autres pôles. Ensuite, vous avez un pôle conception qui va prendre ces esquisses et les transformer en permis de construire, qui va rédiger des fiches techniques, qui va s'occuper de toute la construction du bâtiment, faire en sorte que tout cela soit possible. Vous avez un pôle administratif qui consulte les entreprises, qui rédige des contrats, qui négocie les coûts et qui gère les aspects légaux de la construction. Et enfin, un pôle suivi de chantier qui est assez important et qui va s'occuper de tout le suivi des constructions durant parfois 2-3 ans. Mon école me prépare uniquement à la phase esquisse, c'est-à-dire la pointe de la partie visible de l'iceberg. Le reste, je l'apprendrai une fois diplômé, par la pratique ou dans les stages. Pour les mêmes raisons que dans les études d'ailleurs, parce que les situations sont toutes différentes. C'est bien pour cela qu'on dit qu'on est jeune architecte encore à 50 ans. Haute subtilité, la moyenne du nombre de personnes dans une agence en France est de 2 personnes. L'architecte chef d'orchestre que je vous présentais tout à l'heure est aussi homme orchestre dans sa pratique.
Faisons une petite pause dans mon exposé. Je suis en train de vous raconter que mon école ne me prépare pas au monde professionnel et ne me forme pas la base théorique nécessaire. Et je m'en plains même pas en plus. Voire même, vu que mon directeur est là dans la salle ce matin, j'aimerais le remercier de m'offrir ce cadre. Mais pourquoi? Ce que permet cette pédagogie et ce rapport chef d'orchestre en orchestre, c'est d'être amené à toujours se poser la question « et si ?» Et si on ouvrait les portes dans l'autre sens? Et si le locataire devenait paraplégique? Et si cette rue-là devenait piétonne? Et cette question, ensuite, elle nous suit de partout et elle nous anime. Et j'imagine que c'est cette question, pour nombre d'entre vous aussi, qui vous fait travailler. Elle fabrique de l'innovation, elle favorise le progrès, elle améliore le quotidien de chacun. Et si on allait plus loin, plus vite? Et si on volait? Et si c'était possible? Déconstruire les problèmes et se demander « et si ?» c'est très puissant. C'est un outil formidable et dans les mains d'étudiants pleins d'énergie et encore libres des contraintes du monde du travail, comme la rentabilité, la productivité, les plannings, les rapports annuels, c'est redoutable. Je ne vous apprends rien, vous êtes ou vous avez été étudiant, vous avez été porté par ce courant qui nous donne l'impression qu'on peut renverser le monde. Chaque génération est porteuse de ses problématiques et de ses problèmes à déconstruire. Je pense que la nôtre va devoir sérieusement s'atteler à la question du climat, et d'ailleurs elle le fait déjà. Comme la question de l'habiter pour l'architecte, la question du maintien des conditions de la vie sur Terre est la problématique centrale et nous devons travailler à faire graviter tout autour les autres questions. La technologie, l'alimentation, le virtuel, les transports, le monde du travail, l'architecture, etc. Alors en tant qu'étudiant, j'ai pris cette question à bras-le-corps dans mes travaux. Le bâtiment est un secteur qui pollue et consomme énormément. 40% des émissions de CO2 dans les pays développés, 37% de la consommation d'énergie, 40% des déchets produits à l'échelle du monde. Prenons l'exemple d'un bâtiment en béton, qui est quelque chose d'assez commun. Le béton, c'est du sable, de l'eau, des graviers et du ciment. L'extraction des sables détruit des écosystèmes complets. La production de ciment nécessite une forte consommation de fuel et une grande quantité d'électricité. Le transport de toutes les matières premières génère des tonnes d'émissions de carbone dans l'atmosphère. 70 ans après sa construction, le béton n'est plus aussi stable et efficace, et souvent il faut soit le réparer, soit s'en séparer. Et surprise, il est très peu recyclable. Si tant est que vous ayez trié correctement vos déchets de chantier et de construction, vous ne pourrez que le concasser pour l'utiliser en remblai sous des routes, ou alors le réincorporer dans de nouveaux bétons, mais aujourd'hui pas à hauteur de plus de 10% sous perte de stabilité. Aujourd'hui, le béton représente 52% de la pollution du bâtiment. Quand on cherche à appliquer des solutions, on va aller résoudre individuellement chacun des problèmes. Ciment plus écologique, sable un peu plus locaux, béton qui dure un peu plus longtemps, etc. En tant qu'étudiant, quand je cherche à déconstruire le problème d'ensemble, quand je me pose la question « et si ?», je me demande « et si on construisait autrement qu'en béton ?» Et c'est ce que j'ai fait dans mes études. J'ai proposé des bâtiments en pierre, en bois, en terre crue. Et certains professeurs ont tous eu la même réponse, pétris de leur expérience, ils m'ont tous dit « non ». Parce que la construction, c'est du béton et puis c'est tout. On ne construit pas en bois en ville, il n'y a pas de document technique pour la terre crue, la pierre ça coûte cher, donc non, c'est non. Ces refus que j'essuie et que nous essuyons, car nous sommes de plus en plus d'étudiants à penser de la sorte, sont vendus à des automatismes, c'est-à-dire de l'expérience qui se renferme sur elle-même. L'expérience, c'est incroyable. Ça nous permet d'apprendre de nos erreurs et de progresser tout au long de nos vies professionnelles. Mais ça peut aussi être dangereux. En nous conformant dans nos certitudes, nos a priori, cela peut nous empêcher d'apprendre. Ces propositions que je fais dans les études, elles ne sont pas parfaites. Elles portent leur lot de problèmes et génèrent également de la pollution. Et je pense qu'elles ne sont pas encore constructibles, car j'ignore encore de nombreux détails sur la construction. Mais quand je propose à mes professeurs de réfléchir autrement, ce n'est pas pour leur dire que j'ai raison et qu'ils ont tort. C'est une invitation au dialogue, à la réflexion. C'est une proposition de construire ensemble un futur désirable et au final d'apprendre tous les deux. Alors voilà mon message. Je suis venu ici pour vous demander d'accepter d'avoir tort, pour vous demander d'accepter de vous remettre en question, vous, futurs employeurs, pour que nous puissions construire ensemble le monde de demain. Je n'ai pas forcément plus raison que vous et je n'ai sûrement pas votre expérience. Je réfléchis en dehors de votre cadre et de vos contraintes et de vos automatismes. Mais c'est cette fraîcheur et cette naïveté que je vous demande de considérer aujourd'hui. Je prends la parole sur la question climatique car c'est le sujet de mes recherches et je pense que la véritable innovation de demain ne sera pas de surpasser celle d'aujourd'hui, mais bien de s'adapter aux conséquences de celle d'hier. Mais en vérité, ce souhait que je formule pour mon employeur de demain, avec mes problématiques personnelles, de nombreux étudiants pourraient le formuler sur leur sujet d'étude, sur leurs intuitions face au monde du travail, sur leurs questionnements. Est-ce que, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que c'est logique dans le récit du progrès, est-ce qu'il faut continuer? Et si nous prenions tous ensemble un chemin de traverse? Au final, je ne vous ai pas parlé de l'emploi de mes rêves. J'aimerais plutôt m'adresser à l'employeur de mes rêves. Aujourd'hui, si j'arrive dans ton agence, ton entreprise de cette rédaction, avec cette volonté de tout changer, à l'encontre de ce que tu as fait jusque-là, ce n'est pas une critique personnelle de tes 20 dernières années de pratique. C'est une proposition de construire ensemble avec un œil neuf et libéré de tes contraintes. C'est une proposition d'arrêter d'appliquer des solutions et de commencer à déconstruire les problèmes ensemble. Merci beaucoup.